Et bonjour à tous, vous êtes bien dans le ZCL News. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, au niveau des invités, nous avons déjà sur le plateau Monsieur Henri Angélique, qui est président de la commission enseignement, construction et œuvres sociales. Bonjour. Bonjour. On va parler aussi avec Monsieur Michael Erabli, directeur de l'éducation et du sport. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et on va voir avec Monsieur Stéphane Milot, donc, qui est sous-directeur réseau et moyens de communication. On va parler des collèges, une éducation de qualité garantie. Donc, ce sera la thématique de la chronique du département. Ensuite, sur les invités suivants, nous serons avec Elisabeth Gustave, directrice du festival Monde en Vue. On parlera de ce festival qui va se dérouler bientôt au mois d'octobre. Ensuite, on va rester dans le domaine artistique avec Stella Montou, donc directrice artistique et passeuse de danse pour l'association Cimez Étoiles. Elle nous parlera de son école qui a ouvert et de son actualité. Ensuite, sur le dernier plateau, nous serons avec Sylvie Rosier, chroniqueuse nouvelle, qui va lancer sa chronique Boost. Et vous, on va parler de motivation. Et on finira avec Marilène Ferdi pour la chronique JCL, donc Journal du Campus Luminance. Il sera question forcément du RAG. Voilà pour nos invités. Au niveau de l'actualité, on reviendra sur les seniors en mouvement, donc deuxième édition qui s'est déroulée sur le Gosier, une façon de mettre en mouvement nos aînés et de leur proposer des activités diverses et variées. On reviendra aussi sur le village des associations de Petit Canal qui ont pu proposer leurs différentes activités pour le Nord Grande Terre. Il sera question d'art et notamment de vernissage de l'art sans mêle avec Quand la ferraille prend vie, donc il est question de recyclage et d'art. Ce sera un sujet très intéressant et on reviendra sur les obstacles de Lilian Dejean, donc qui se sont déroulés sur Pointe-Noire. Voilà pour l'actualité. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec notre chronique en direct du département et on va parler des collèges, une éducation de qualité garantie. Donc le département investit régulièrement dans l'amélioration des structures scolaire. Quel est le bilan pour vous de cette rentrée scolaire, monsieur Angélique? Bonjour et puis merci de nous avoir invités sur le plateau de Canal 10. Toujours très important de pouvoir partager les informations que nous maîtrisons au quotidien avec la population qui est toujours avide de connaissances parfaites, en tout cas sur le fonctionnement des collèges. Mais écoutez, l'objectif aussi pour nous, c'est de répondre à l'injonction du président du conseil départemental qui est de faire en sorte que tous les collégiens puissent avoir une certaine aisance dans leur discipline, faire en sorte que les équipes pédagogiques également puissent répondre aux objectifs fixés par le ministère de l'Éducation nationale. Avoir une continuité pédagogique passe également par une sorte de regard permanent sur ce qui se passe au quotidien. C'est pour ça qu'avec moi, j'ai de précieux collaborateurs. Je pense au directeur, M. Michael Erabli, également M. Stéphane Milot et bien d'autres qui, chacun dans leur domaine, nous permettent justement, comme ça a été le cas cette année, de faire une rentrée, de visiter un peu les collèges, à avoir le pouls concrètement des chefs d'établissement. Alors le pouls, il est important puisque nous avons eu que des satisfactions très importante puisque l'ensemble des responsables des collèges nous ont fait part justement de ces remarques très positives, à savoir que nous sommes pendant toute l'année dans une logique justement d'aller vers les collèges, vers les chefs d'établissement, savoir un petit peu quels sont les différents problèmes et avoir une réponse quasi systématique, voire immédiate sur les problèmes qui nous sont prononcés. Donc naturellement, à la fin de l'année, on fait un récapitulatif, savoir un peu quelles sont les difficultés et faire en sorte que durant les vacances scolaires, nous faisons en sorte que les travaux se réalisent, en tout cas le maximum de travaux soient réalisés pour qu'à la rentrée, une certaine couverture plus ou moins efficace soit établie. Alors bien sûr, il y avait de nombreuses demandes, mais cette année, on a quand même fait en sorte que ça soit plus ou moins positif. Et donc les différents collèges que nous avons visités avec le président du conseil départemental, eh bien, ont démontré que parfois, eh bien, avec la volonté et la bonne coordination de l'ensemble, eh bien, nous avons des résultats positifs. D'accord, donc il n'y avait pas de souci majeur pour la rentrée scolaire? Écoutez, il y aura toujours des soucis. Nous faisons quand même en sorte de les gommer au maximum. Nous faisons en sorte que les chefs d'établissement puissent, avec un minimum d'action,
puissent effectuer leur travail au quotidien, puisqu'il s'agit de réceptionner des élèves, réceptionner également des parents et faire une bonne coordination. Bien sûr, certains collèges posent un peu plus de difficultés que d'autres parce qu'ils sont vieillissants. C'est le cas du collège Pita à Basse-Terre. Mais là encore, ça a nécessité beaucoup de rencontres avec les chefs d'établissement et très récemment avec le président du conseil départemental qui a pris un certain nombre d'engagements pour aussi satisfaire toutes ces volontés. D'accord. Donc du coup, est-ce que vous avez pu anticiper du coup les défis, certaines problématiques en amont, avant la rentrée, ou bien il y a des choses qui se sont positionnées malheureusement en septembre? Il est clair qu'on ne peut pas faire de miracle non plus, mais nous faisons en tout cas en sorte que chaque fois qu'il y a un problème, eh bien ensemble, nous puissions trouver le maximum de solutions qui peuvent répondre aux objectifs, comme je vous le disais tout à l'heure, garantir une certaine continuité pédagogique, garantir une certaine satisfaction des parents, parce que quand on parle des parents, on parle de sécurité, on parle de sécurité des élèves, faire en sorte que lorsqu'ils laissent partir l'enfant de chez eux, bien, au moins qu'ils aient au moins cette satisfaction de savoir que l'enfant est accueilli dans des conditions sereines. Vous avez parlé de Basse-Terre. Est-ce que justement il y a la même intention dans le privé, dans le public? Nous travaillons avec tous les collèges. Alors, j'ai envie de vous dire que je suis moi-même enseignant issu du privé, donc ça serait un peu malheureux pour moi de ne pas prendre en compte les collèges du privé, puisque je sais également comment ça fonctionne. Eh bien, l'intérêt pour nous, c'est de toujours donner un maximum, parce que l'élément commun, qu'on soit collège privé ou public, c'est l'élève, c'est l'étudiant, c'est l'école. Donc, quelque part, nous répondons aux mêmes objectifs. D'accord. Par rapport aux infrastructures sportives, est-ce que justement il y a des améliorations qui ont pu être mises en place? Quel est l'état actuel des infrastructures? Alors, il faut savoir qu'au sein, bonjour à tous. Bonjour. Il faut savoir qu'au sein des collèges, il y a des infrastructures sportives qui sont mises à la disposition des associations de quartier. C'est le cas d'une convention qui a été mise en place entre le conseil départemental et l'État pour les 2 heures de sport supplémentaires qui permettent justement aux associations sportives de s'intégrer dans les collèges et de permettre aux enfants qui sont dehors du monde sportif de pouvoir s'intégrer là-dessus. Et la deuxième action forte, c'est la création des 1000 dojos. C'est de permettre justement au sein des établissements scolaires de permettre d'installer des dojos à l'intérieur du collège. Donc ce qui fait que le collège devient aussi un lieu de vie et permettre justement aux associations de quartier, aux enfants qui sont éloignés du monde sportif de pouvoir s'intégrer dans le contexte scolaire. Les dojos, il y en a combien? Alors aujourd'hui, l'idée de l'État, c'est d'en avoir 1000. Aujourd'hui, il y a 5 collèges qui sont déjà dans cette opération. Il y a 3 pour lesquels on va signer une convention de partenariat entre la DRAGES, donc l'État, le conseil départemental et bien sûr le chef d'établissement pour permettre aux jeunes Guadeloupéens de s'adonner au judo. Et la démarche maintenant, c'est sur la rentrée 2024-2025 d'approfondir encore ce partenariat. Et il y a parmi les collèges qui vont être cités, il y a les collèges de Pointe-à-Pitre, notamment le collège de Fond-de-Mer, sur lequel justement on essaie de mettre un focus pour pouvoir permettre aux jeunes Guadeloupéens de bénéficier d'infrastructures sportives. Et pour compléter un peu ce que disait le président, il faut savoir que la volonté est vraiment de permettre à nos jeunes Guadeloupéens de pouvoir s'inscrire dans des collèges de qualité. Les moyens qui sont mis sont conséquents. Près de 4 millions d'euros de fonctionnement pour les collèges publics, 3 millions d'euros pour le fonctionnement pour les collèges privés. Donc ce qui fait près de 7 millions d'euros pour le fonctionnement des collèges. Et un focus a été mis justement pour permettre aux collèges de pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. Près de 15 millions ont été mis en place par le conseil départemental sous la volonté du président du conseil départemental de pouvoir justement permettre un bon fonctionnement de nos collégiens. D'accord. Vous parlez justement de dojo. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui permettent de développer et de permettre de soutenir les performances de nos jeunes sur le territoire? Il y a la volonté du président du conseil départemental. C'est surtout, on va dire, dans le domaine préventif. C'est de permettre justement à nos jeunes d'avoir de l'occupationnel. Et là-dessus, en lien avec le président de la commission, le président Angélique, nous travaillons justement en transversalité afin de permettre justement aux différents services qui touchent à la jeunesse de mettre en place des conventionnements avec des associations de quartier au sein des collèges. Donc il y a les contrats villes sur lesquels le président Losbar demande à ce que les services puissent s'impliquer. Il y a aussi les contrats pays qui permettent justement de déterminer la volonté des infrastructures qui sont en souffrance et pour permettre justement qu'il y ait un focus sur ces collèges. Donc beaucoup de projets, aussi bien sur le sport,
mais que c'est aussi pour lutter contre le décrochage scolaire. Alors, comme vous le savez, le président a un projet phare, qui est le projet Jardin en eau, qui permet justement aux jeunes collégiens de pouvoir s'inscrire d'un retour à la terre, avec un projet pédagogique autour de cette démarche. Et aujourd'hui, nous sommes à 42 collèges qui ont participé à ce projet. 42 sur combien ? 42 sur 46. Okay. Plus de 200 000 euros d'investissement là-dessus. Et il faut savoir que le collège qui a remporté le concours cette année est parti à la Dominique. Et je peux vous assurer que ce fut une expérience exceptionnelle pour nos jeunes Guadeloupéens. Et cette année, sur l'année 2023-2024, il y a eu aussi le projet des classes artistiques où 17 collèges ont participé à ce projet. Près de 75 000 euros ont été mis en place et pour un rendu au Fort d'Elgrès qui fut un moment fort. D'ailleurs, le président de la commission était présent et il peut témoigner de cet investissement qui a été mis en place pour nos jeunes Guadeloupéens. On parle beaucoup de nouvelles technologies et justement de comment on peut l'intégrer à la réussite scolaire. Quelles sont les initiatives que vous mettez en place justement pour soutenir à travers la communication et tout ce qui est Internet maintenant, tout est dématérialisé. Comment on l'intègre justement à l'éducation de nos jeunes ? Alors de nos jours, on l'intègre de diverses façons, notamment par rapport à la volonté du président d'avoir à la fin de sa mandature 100% des collèges publics connectés au très haut débit. À savoir qu'aujourd'hui, il nous en manque 2 qui ne sont pas connectés à fibre optique sur 42. Donc on a déjà bien avancé. Derrière, on interagit également sur tout ce qui est équipement de sécurité que l'on renouvelle parce que les risques sont de plus en plus grands. On déploie du Wi-Fi, on intervient sur les postes informatiques, on intervient un peu à tous les niveaux au sein de l'établissement. D'accord. Donc c'est vraiment une démarche que vous faites à différents niveaux. Et donc ce serait quoi l'idée pour aller un peu plus loin en fait ? Alors pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, donc dans le réseau, dans le numérique d'un établissement, donc hormis les postes de travail, donc qui sont postes fixes ou sur le principe de classe mobile constituée de tablettes. Après, on a toute l'infrastructure réseau que l'on met en place dans l'établissement, que l'on récupère en supervision depuis nos locaux pour être le plus réactif en cas de dysfonctionnement. On déploie également tout ce qui est parc de bornes Wi-Fi et équipement de sécurité, connexion. Donc après, pour aller plus loin, ça peut être très vaste. Aujourd'hui, on essaye d'avoir des infrastructures performantes sur tous les établissements. Déjà dans un premier temps, d'accord. L'eau, c'est alors je ne sais pas vers qui je vais me tourner. Le problème de l'eau est un enjeu crucial dans les établissements. Justement, qu'en est-il de l'approvisionnement dans les collèges et qu'est-ce que le conseil départemental, comment il intervient justement pour garantir cet accès ? Vous avez raison de parler justement de ce point crucial qui est la problématique de l'eau, pas seulement dans les collèges, parce que souvent, quand il n'y a pas d'eau dans le collège, c'est dans la commune qui a pas d'eau. Et donc, en général, on doit trouver des éléments palliatifs qui permettent de répondre à cette exigence. Et bien justement, nous nous sommes lancés un pari qui est de faire en sorte que tous les collèges de Guadeloupe puissent disposer d'une certaine autonomie. Et donc, c'est pour ça que nous avons commencé l'installation de citernes, de points d'eau dans tous les collèges. Donc, certains en bénéficient déjà, les collèges les plus en difficulté par rapport à l'alimentation en eau. Je pense à Vieux-Habitants, je pense aux Saintes, je pense à d'autres également. Et donc, naturellement, l'objectif, c'est de faire en sorte que chacun puisse bénéficier de cet espace-là. Alors, pourquoi ? Puisque lorsqu'il n'y a pas d'eau, ça pose un problème d'hygiène. Et donc, naturellement, il y a une rupture pédagogique qui s'installe. Et donc, pour nous, c'est faire en sorte que chaque fois que c'est possible, eh bien, qu'on puisse régler on va dire, un moment zéro ce temps perdu par nos élèves. Donc l'objectif pour nous, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés rencontrées dans les collèges pour éviter cette rupture pédagogique. D'accord. On parle, là on est dans la période cyclonique justement et régulièrement ça revient. Est-ce qu'il ne faut pas déplacer la rentrée ? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été engagée par rapport à ce problème ?
Mais c'est vrai que chaque fois qu'on se retrouve avec des saisons particulières comme cette année, c'est une question qui revient. C'est un sujet, bien sûr, qui reviendra chaque année et qui s'efface chaque fois que nous passons un mois de septembre sans encombre. Donc, quelque part, ce qui est relevé par le ministère, mais bien sûr par le rectorat de Guadeloupe, c'est de justement justifier de cet état en termes de nombre d'heures passées par les élèves dans l'école. Et c'est aussi pour cela qu'on a ramené à un temps normal, justement, la présence des élèves dès le mois de septembre. Alors, bien sûr, il ne nous appartient pas de répondre à cette problématique, puisque c'est une réunion œcuménique qui va mettre en présence tous les acteurs de l'éducation, aussi bien le rectorat que le conseil départemental. Nous pouvons en faire la proposition, mais il se pourrait que pendant les 5 prochaines années, qu'on n'ait pas de problème avec le temps, et on pourrait également remettre en cause cette décision. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en réflexion. Donc oui, c'est difficile du coup d'avoir un calendrier adapté à nos conditions aussi, locales, en fait, c'est ce que vous dites. C'est ça, puisqu'en fait, il y a quand même un référentiel, il y a un nombre d'heures affectées à chaque formation, et donc nos élèves pourraient être pénalisés si on réduisait ce temps-là. On sait déjà la difficulté en termes de réussite par rapport aux autres académies. Donc si nous, en plus, on doit mettre nos élèves en difficulté, je pense que personne ne voudrait appuyer sur le bouton qui pourrait déclencher quelque chose qui serait irréparable. Donc je pense que les conditions aujourd'hui, nous répondons de façon assez sereine par une mise en sécurité de nos élèves lorsqu'ils sont à l'école. La preuve, c'est que quand il y a une sorte d'intempérie, on dit bien, on l'entend, qu'il vaut mieux garder l'élève dans la classe parce qu'il est plus en sécurité que sur les routes. Donc quelque part, il fut un temps où les écoles étaient en bois, n'étaient pas en hauteur. Aujourd'hui, la situation est un peu différente, même si je suis tout à fait d'accord que lorsque les saisons pluvieuses s'annoncent, eh bien, ça pose quelquefois des réflexions un peu diverses. D'accord. Alors, bon, on a fait, je pense, un peu le tour des différents sujets sur ce que vous proposez sur les collèges pour garantir justement une éducation de qualité. Est-ce que... par rapport au sport, est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous pensez promouvoir, notamment en termes d'inclusion, puisque voilà, c'est une thématique qui est importante? C'est une très belle question. Le conseil départemental est souvent partenaire sur les manifestations sportives qui a vocation justement à lutter contre les handicaps. Nous travaillons en synergie avec la direction la direction des personnes en situation de handicap du conseil départemental de Mme Ramsey, avec la DRAGES et l'État sur les projets, les participations, que ce soit en manifestations sportives, valorisant justement les personnes en situation de handicap. Et sur l'un des projets où nous sommes en train de travailler, c'est le sport inclusif, pour permettre justement de valoriser les associations sportives qui sont déjà dans cette démarche et de les mettre en avant justement pour inciter au maximum de jeunes sportifs en situation de handicap de pouvoir bénéficier des infrastructures sportives. Et il y a aussi la volonté du conseil départemental d'accompagner des sportifs qui sont déjà en situation de handicap, et pour que le handicap ne soit pas un frein au sport. Donc il y a des fonds individuels que nous allouons justement à ces personnes en lien avec la direction des personnes en situation de handicap. Donc ça permet justement de valoriser, parce qu'il ne faut pas oublier que l'handicap est de la compétence du conseil départemental et que nous faisons le maximum pour aider les associations sportives ainsi que les personnes en situation de handicap. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus pour partager les différents projets que vous mettez en place. Et donc on va passer à l'actualité avec le Senior en mouvement, donc qui était une édition qui s'est déroulée sur le Palais des Sports du Gosier dans le cadre de la Semaine Bleue. Cet événement organisé donc par la Riviera du Levant avait pour objectif de maintenir nos aînés en forme dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. On voit un reportage d'Olivier Mouradel. Le salon Senior en mouvement est venu d'une idée de vouloir en fait mettre les seniors en mouvement. Donc c'est notre deuxième édition. On avait déjà fait une première édition ici au Palais des Sports du Gosier, mais le mouvement, mais vraiment de façon générale, le mouvement
par l'activité, mais pas que, mais aussi le mouvement mental, avec une activité mentale, se cultiver, regarder les informations qui existent un petit peu partout, voyager, faire aussi un mouvement intergénérationnel, découvrir un petit peu ce qui peut intéresser les jeunes, échanger avec les jeunes, et le mouvement social pour que les personnes seniors ne restent pas isolées et restent toujours connectées à notre société. La semaine bleue, c'est l'occasion, comme on dit, c'est 365 jours pour agir et un jour pour le dire. Donc c'est l'occasion pour valoriser l'ensemble des activités que mettent en place les acteurs du grand âge, dont le CCAS, mais c'est aussi un moment de festivité pour les personnes âgées, pour qu'elles sortent de leur isolement et pour pouvoir effectivement s'informer, être sensibilisées. Nous nous rendons compte que la population du territoire est vieillissante, que la population du territoire manque d'accompagnement, manque d'information, et aussi que cette population est très souvent isolée, coupée des droits, coupée même de leur famille. Je ne dirais pas que c'est une généralité, mais bon nombre de personnes sont isolées de la société. Donc c'est pour nous un événement qui rassemblera. Aujourd'hui, c'est super. En plus, c'est mon anniversaire. Donc je prends mon pied et j'aime beaucoup le sport. J'adore parce que moi je fais déjà du sport, alors il n'y a pas de problème. Mais c'est bien, toute la manifestation me plaît bien parce qu'on apprend pour les portables. J'ai vu une dame qui a pris mon numéro pour les portables, pour apprendre aux personnes d'un certain âge. Et c'est vrai que c'est pas facile des fois pour nous. Voilà, donc une belle initiative pour initier le mouvement et promouvoir un mode de vie actif et épanoui pour nos seniors. On va passer sur Petit Canal où un village justement a été organisé, village des associations pour justement proposer un espace d'échange autour des différentes activités. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Il est important pour nous de tenir ce village des associations pour faire connaître les différentes activités pratiquées sur le territoire du Petit Canal. Et donc, les associations ont répondu positivement à notre demande. Et donc, je tiens à les remercier. Ce sont les forces vives. C'est le prolongement des activités de la ville. Nous, on crée les conditions. Et les associations prennent le relais avec un accompagnement financier, un accompagnement logistique sur les différentes manifestations, la mise à disposition, je dirais, de sites et pour leur permettre de pratiquer les activités. Ce sont les associations qui assurent l'attractivité de la ville. Ce sont les associations qui font les fêtes de section. Donc c'est pour cela que dans la municipalité de Petit Canal, nous faisons tout ce qui est en notre possibilité pour accompagner nos associations. C'est toujours bien de quand même de mettre en valeur les associations et de les faire connaître quand même par la population de Petit Canal. Et d'ailleurs... C'est la première fois que je participe et je trouve que c'est vraiment agréable. Et puis, on découvre beaucoup de choses. Il est important pour nous de tenir ce village. Ce village permet aux associations de se connaître, mais aussi ça permet à la population de connaître les différentes activités pratiquées. Voilà, une belle occasion de découvrir les associations et les structures qui justement bâtissent le tissu social et nous permettent de découvrir des activités vraiment riches. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Sylvie Rosier donc pour sa nouvelle chronique Boost et vous. On revient tout à l'heure. Voilà, de retour sur le plateau, donc avec des femmes très passionnantes et je pense que ce plateau sera très intéressant, comme tous les plateaux bien sûr, mais encore plus sur celui-là. Nous allons parler avec Madame Gustave, donc Elisabeth du Festival Monde en Vue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Ensuite, on recevra donc Stella Moutou, donc directrice artistique et passeuse de danse pour l'association Ciné Étoiles. Bonjour. Bonjour. Et après, on viendra avec Sylvie Rosier pour cette nouvelle chronique Boostez-vous. Donc,
vraiment des choses passionnantes. Restez avec nous. On va revenir donc avec Madame Gustave, donc directrice du festival qui aura lieu du 11 au 19 octobre. Est-ce qu'on peut déjà parler de ce festival, de la naissance de ce festival international du film des droits humains? Alors ce festival, il a 10 ans. 10 ans. C'est notre 11e édition. Alors, on n'a pas vu le temps passer, mais il a grandi et il a bien grandi. On a commencé par un festival de films, débats, et au fil du temps, on est devenu un festival d'idées. Donc on invite des gens à réfléchir sur des problématiques qui nous intéressent, liées aux droits humains, mais liées à l'espace caribéen, liées à la grande diaspora caribéenne, à qui nous sommes. Et justement, comment l'audiovisuel peut être un outil pour sensibiliser aux droits humains? L'impact des images, c'est quelque chose de vraiment fort. Et qui reste dans les mémoires. Donc, on a aussi beaucoup pensé au public jeune, au public scolaire, en choisissant au départ de montrer seulement des documentaires. Et finalement, on s'est rendu compte que la fiction aussi parlait de nos droits humains. D'accord. Et vous accueillez beaucoup de films de nombreux pays. En fait, comment vous sélectionnez les œuvres pour faire partie de votre festival? Alors, au départ, on avait on choisissait par problématique et on s'est rendu compte qu'on perdait des chefs-d'œuvre en fait, et on peut pas anticiper sur les films qui seront bons. Donc, dorénavant, on choisit. D'un point de vue esthétique, on choisit des films avec des thématiques, mais on fait attention à une esthétique nouvelle, à une esthétique qui nous parle. On réfléchit aussi aux nouvelles esthétiques. Et justement, en fait, l'idée, c'est vraiment de passer à l'action et d'avoir des actions, déjà une réflexion sur les droits, mais de s'engager dans quelque chose. Comment vous incitez le public à participer justement aux différentes actions? Eh bien, cette année, on a vu grand, on a des conversations tout au long de la semaine. On commence, le festival ouvre le 11. Le 12, on commence avec des conversations diasporiques parce qu'on a envie vraiment de rentrer en contact avec ceux qui sont des fragments de nous-mêmes, mais aussi différents de nous. Et on a décidé on est aussi en contact avec d'autres festivals, par exemple le festival FOUP au Brésil, qui travaille aussi sur les conversations diasporiques. On a envie de faire un film avec eux, on y réfléchit sérieusement. Et on commence par ces conversations diasporiques avec des gens de partout, mais aussi on célèbre nos écrivaines. Cette année, on célèbre bien sûr Marie Scondé parce qu'on l'a perdue, mais aussi Simone Schwarzbart. Donc on a des conférenciers, des universitaires qui vont travailler avec nous en ce sens. Et toute la semaine, on a des rencontres différentes. Par exemple, le dimanche de 8h du matin à 21h. Le dimanche 13. Oui, en fait, c'est une journée qu'on appelle Marathon du Nous. Et cette année, le Marathon du Nous, c'est nos féminismes. Donc, on aura une succession de femmes avec des mini-conférences. Les femmes parleront entre 30 et 45 minutes et sur des choses très variées. Par exemple, on va revenir sur Colette Nardal qui a été à l'origine de la négritude, mais qui a été complètement effacée par le patriarcat. On a aussi... on revient sur les différences des féminismes. Qu'est-ce qui fait que en Guadeloupe, la façon d'aborder le féminisme va être complètement différente des Afro-Américaines, par exemple, etc. On aura aussi des films, des performeuses comme Simone Lagrand. En fait, toute une journée autour de nos féminismes. Et j'anticipe déjà, je regarde les photos, vous voyez par exemple Simone Lagrand, et ensuite Cadet, qui est danseuse, performance. Ah, elle n'est plus danseuse, excusez-moi.
Et maintenant, ça va vite. On a il y a plein d'images, ça passe Fidel, trop vite, qui travaille en ce moment à photographier les agricultrices de Guadeloupe. Cette magnifique Lydia qui va célébrer Simone Schwarzbach parce qu'elle a travaillé en résidence sur ses textes. Donc elle a mis en musique des textes de Simone, quelque chose d'extraordinaire. Et évidemment la magnifique Simone qui, elle... on la porte en nous depuis... Donc là, c'est vraiment axé sur le féminisme. C'est quelque chose de différent que vous n'aviez pas sur les précédentes éditions. On a toujours été un festival qui avait son moment féministe, mais on n'a jamais fait toute une journée de féminisme avec une dizaine d'intervenants, plus peut-être. Et on n'oublie pas les masculinités avec Monsieur Santenac qui, je crois que c'est le mercredi au Musart, va aussi interroger la masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'être homme aujourd'hui? C'est une grande question, ça. L'homme 2.0. Donc voilà. Et on reçoit 3 personnes du Brésil pour travailler sur les cultures brésiliennes. Et je viens de voir passer un photographe haïtien. Cette année, on a 3 films haïtiens. Et je pense que c'est un bon cru cette année par rapport au choix des films. Et on finit le 19 en grande beauté avec Olivier Marbeuf qui nous a préparé, qui nous a concocté sur 2 jours un séminaire et une rencontre avec le grand public. Le séminaire, ça sera avec un public choisi, mais une réflexion menée sur le décolonial. Ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler sur ce mot-là, qui nous interpelle, soit positivement, soit négativement selon les personnes, mais sans qu'on sache vraiment ce qu'on met derrière. Ce qu'on met derrière et aussi ce qu'on va en faire. Oui, parce que l'idée, c'est d'aller vers quoi, en fait? Qu'est-ce que vous souhaitez, du coup, transmettre à travers tous ces échanges? Alors, par exemple, pour les pratiques décoloniales, c'est vraiment réfléchir au type de société qu'on a envie de créer en Guadeloupe. On est, je crois, en Guadeloupe, dans un questionnement qui est constant, et c'est bien. Et mais aussi, à un moment, il faut passer à la pratique. Donc, cette rencontre-là s'appelle Pratique décoloniale, décentrement Caraïbes au pluriel, parce qu'on a justement envie de sortir de choses imposées. On sait bien qu'on est un groupe de gens qui vit un peu à côté de lui-même aussi. Donc c'est pour permettre de se réaligner sur une pensée c'est un peu ça, c'est commune, on va dire. Voilà, et puis surtout de passer à la pratique. Donc la pratique à travers cet événement, mais pour vous, ce serait vers quoi, en fait, par exemple? Eh bien, une société qui a envie de fonctionner ensemble. Je trouve qu'on a parfois un peu de mal, qui est peut-être un peu moins violente, qui est aussi dans la bienveillance et qui sait qu'elle peut, en fait. Parce que quand on regarde les musiciens, les plasticiens, ou même les gens à l'international qui sont guadeloupéens, ils sont nombreux pour un tout petit pays comme ça. Donc les talents sont nombreux dans ce pays. Donc il faut en avoir conscience et il faut aussi savoir être proches les uns des autres et être capable de communier, en fait. Donc, du coup, c'est un peu aussi ce qui oriente le choix de vos films, j'imagine, cette pensée on va dire, un peu universelle j'ai envie de dire Alors, c'est drôle que vous nous parliez d'universel parce que, justement, on a une réflexion sur le plurivers qui est un mot qu'on préfère pour sortir de l'universalisme qui, finalement, est destiné aux gens de l'Occident et pas aux cultures diverses. Donc, c'est aussi ça, c'est aussi vouloir accepter tout ce qui est un peu différent, je crois. Et puis donner... les films qu'on choisit, ce sont des films qui
qui sont en fait qui donnent l'occasion d'écouter et de voir des gens qu'on entend moins. On a très peu de films, on n'a pas de blockbuster, on a juste des films qui ont besoin d'être vus et qui sont pas forcément vus diffusés sur à la télévision ou au cinéma. Alors, où est-ce qu'on peut avoir du coup toutes les informations Mondeenvue.com. Le Monde en Vue. Alors, est-ce que les séances sont payantes, j'imagine Alors, ça dépend. Ça dépend des endroits. Les séances sont plutôt payantes, sauf à la médiathèque du Lamentin. D'accord. Les conférences sont gratuites, la journée sur les féminismes est gratuite, le Cinestar c'est payant. Alors vraiment cette année on a fait un effort sur les invités, on en a peut-être 19 de l'extérieur, autant d'ici. Et j'aimerais vraiment que ça soit un moment où les Guadeloupéens se déplacent pour rentrer en conversation avec tous ces gens-là qui ont pris le temps aussi de venir ici. D'accord, pour échanger, vraiment avoir une réflexion sur ces différents sujets. Donc du coup, on peut trouver mondeenvue.com, j'imagine. Mondeenvue.com, oui. Le programme détaillé. Oui, donc, le programme, Instagram, Facebook. Donc voilà. Du 11 au 19 avec différents sites, différentes dates. Plutôt au MACT, au MACT depuis le début. Et ensuite, on est à la résidence départementale, donc le dimanche toute la journée en soirée. On a aussi des moments un peu plus conviviaux, enfin des moments d'allégresse parce qu'on a Zeba Femme le dimanche soir qui va nous donner un concert. Je crois qu'on a 3 concerts dans la semaine, des concerts qui durent moins d'1 heure, mais des concerts quand même. Donc voilà. Donc une programmation riche et j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce programme qui est donc disponible en ligne et vous pouvez vous renseigner sur le site festival mondeenvue.com. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On vous enverra nos invités. Avec grand plaisir. On va rester dans le domaine artistique qui est passé avec Stella Moutou, donc qui est directrice artistique, passeuse de danse de l'association Simez Étoiles. Bonjour Stella. Bonjour Iman. Alors, danseuse professionnelle, chorégraphe, formatrice, connue dans le monde de la danse à l'international. On peut dire ça. J'ai fait des projets effectivement ici donc, et ambassadrice vraiment de la danse, on va dire caribéenne. Oui. Voilà. Afro-caribéenne. Et donc, on va se tutoyer parce qu'on se connaît pas. On va parler de l'association Simez Étoiles, donc qui œuvre dans la préservation et la transmission des danses et l'ouverture de cette école, donc cette année. C'est ça. L'association Simez Étoiles va porter effectivement l'école de danse et la compagnie Stella Seba avec les concepts que je vais y développer, notamment le Kajam, qui est une fusion de tous les styles que je vais proposer au sein des classes. Donc tous les styles qui font vibrer mon âme, que sont le groka, le jazz, la danse moderne et les danses d'ailleurs aussi, classiques, samba et plein d'autres choses. Donc Kajam. D'accord, donc c'est une réunion, une fusion de plein de choses. C'est une fusion de plein de choses en sachant que les cours ont lieu dans un dojo avec mon collaborateur Canaël Héraison à l'espace Kaokera. Donc il y aura aussi cette fusion danse et arts martiaux. Donc ce sont des petites choses qui vont arriver. Fusion, danse et arts martiaux. Exactement. Okay. Donc nous sommes en train de préparer plein de belles choses qu'on va proposer déjà dans des stages, dans des formules de conversation. J'aime beaucoup le mot conversation puisque c'est vraiment ça. Il s'agit d'échanges. Il ne s'agit pas juste d'arriver avec quelque chose, mais de faire corps avec les personnes qui sont là, leur donner aussi un espace d'expression puisque c'est
cela que invite la danse, c'est développer la créativité en donnant des outils, mais c'est surtout permettre à l'autre de s'exprimer de tout son potentiel. Justement, alors je vois qu'il y a des cours pour tout petit, jusqu'à, il n'y a pas d'âge, j'imagine. Il n'y a pas d'âge. Comment on travaille justement sur la transmission de savoir, de ces savoirs-là, à travers la danse, les jeunes, comment ils réceptionnent cet art et qui font corps justement avec? En fonction effectivement des âges, les approches sont différentes. Pour les tout petits, on va vraiment axer les ateliers sur des approches assez ludiques qui vont développer la motricité, qui vont affiner la latéralité et toujours développer le potentiel qui est là chez chaque enfant et chaque personne. Chez les adultes, c'est pour certains un média pour reprendre confiance en soi, pour développer sa confiance, pour développer ses rapports à soi et à l'autre, à soi dans l'espace, à soi par rapport à l'autre, et réharmoniser tout ce qui compose l'être. Donc son énergie vitale, sa souplesse. Si on travaille la souplesse du corps, on travaille aussi la souplesse de l'esprit. Donc la danse, c'est vraiment pour le corps et pour l'esprit. Et justement, alors, on a parlé de fusion. Pour certains, des fois, ça peut être, on va dire, je ne sais pas comment dire, si c'est un peu bizarre de mélanger, justement, il y a des gens qui sont très conservateurs, on va dire, dans l'âme de le gros cas, c'est comme ça se danse comme ça, il ne faut pas mélanger avec, ou alors il y a d'autres personnes, justement, qui vont vers cette fusion-là. Comment on arrive à adapter la danse et la transmission en fait de cet art-là? Alors Yves, c'est une question vraiment intéressante dans la mesure où la plupart du temps les gens me disent mais c'est quoi comme danse? Et j'ai réfléchi à ce concept parce que en réalité les personnes qui avaient l'habitude de prendre des cours avec moi me disaient que je fais du Stella. Ok, c'est quoi le Stella? Stella, c'est effectivement cette possibilité de voyager dans plein d'espaces et dans plein d'univers différents tout en étant bien choqué dans ce qu'est être guadeloupéen. C'est quoi être guadeloupéen? En plus, c'est une grande question, mais on a cette âme du gros cas qui nous accompagne, ce battement de cœur qui est là avec nous, qui nous soutient. Et ça reste une base qui peut nous permettre d'aller vers cette transversalité et cette pluralité qu'offre ce pays, en fait, Guadeloupe. D'accord. Il a été question récemment du diplôme d'État par rapport aux, on va dire, normes françaises de diplôme. Qu'est-ce que tu en penses de cette démarche? Le diplôme d'État pour les danses urbaines, c'est ça? Traditionnel. Pour les danses urbaines et traditionnelles. Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant quand on a des publics, c'est d'avoir des notions en anatomie. Je pense que des initiatives ont été prises de toute façon il y a très longtemps par Jacqueline Cachemire qui avait mis en place un certificat diplômant et qui n'a pas été poursuivi. Il y a d'autres personnes comme Léna Blou aussi qui avaient fait une formation pour effectivement avoir des notions d'anatomie, puisque quand on rencontre des corps, il faut savoir quoi faire. Et il y a moyen, je pense ici, de faire avec ce qui a déjà été proposé et peut-être de l'adapter à nos territoires. Mais il ne s'agit pas de dévaloriser toutes les personnes qui sont engagées depuis des années sur le terrain et qui font du travail de qualité, de respect des personnes qu'elles ont entre leurs mains. Donc, trouver ce qui est le plus juste pour tous les pratiquants, tous ceux qui accompagnent déjà sur le terrain, de façon à correspondre à ce que la législation voudrait imposer, mais qui ne rentre pas forcément dans le cadre de nos danses traditionnelles. On est en cours de réflexion. Oui, une vraie réflexion à mener sur ce sujet. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une discussion aussi avec tous les acteurs de la danse, et je pense qu'on va travailler sur ça bientôt. Justement, ce serait quoi l'évolution de la danse traditionnelle ici? Enfin, pas seulement ici, parce que ça ne touche pas que la Guadeloupe. Pour toi, ce serait quoi l'évolution? Pour moi, elle est en constante évolution. On est un territoire avec une histoire très récente
Donc la notion même de traditionnel pour moi est peut-être à mettre entre guillemets, ça n'engage que moi. Pour moi, la danse Grouka est profondément contemporaine et actuelle. Et qu'effectivement, il y a des codes qu'on respecte, la reprise, monter au tambour, il y a des choses effectivement établies, mais cette musique et cette danse, pour moi, sont profondément actuelles. Donc, elles évoluent avec le territoire. On peut leur laisser, à mon avis, cette possibilité. Très bien. Alors du coup, donc, les cours ont déjà commencé, si mes étoiles. Depuis le 16 septembre. Depuis le 16 septembre, donc à la fois des cours enfants, ados, adultes, donc avec le planning qui est maintenant à l'écran pour ceux qui veulent. Une possibilité de te contacter, portable 06 90 655 325 ou sur ma page Instagram ou Facebook. C'était la cadence. Une actualité danse, autre Actualité danse, je suis aussi chorégraphe et danseuse. Là, actuellement, sur la création Rebelle et la Bête avec Florence Napri pour musical qui sera présenté dès que possible sur les scènes de Guadeloupe. Mais on a quand même réussi à obtenir des jours pour travailler à l'archipel sans restitution publique. Donc, c'est l'actualité de la semaine. D'accord. Et des projets d'accompagnement spécialisés dans des écoles ou pour des demandes particulières. D'accord. En tout cas, merci pour le passage et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez toutes les informations pour ceux et celles, parce que c'est hommes et femmes, j'imagine. C'est ça, c'est mixte. C'est mixte. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent danser, bien sûr. Donc n'hésitez pas à contacter Stella. Donc, merci, Iman. Avec plaisir. On va avoir un temps pour faire un petit sujet. Donc on va revenir. On va rester dans le domaine artistique et parler de l'art sans mêle avec ce vernissage qui a eu lieu ce vendredi quand la ferraille reprend vie. Une façon de parler de recyclage et de faire parler des matériaux qui pourraient être différemment traités. On voit un sujet de Vianney de Valverde. C'est une exposition de sculpture sur de la récupération de ferraille. Claude récupère des morceaux de fer un peu à droite, à gauche, des vieux outils, des vieux fers à repasser, des vieilles boules de pétanque qu'il customise et il en fait des œuvres. Aujourd'hui, je me qualifie comme sculpteur modeleur, parce que c'est vrai qu'un sculpteur est censé partir d'une pièce, d'un bloc, et puis de creuser dedans. Un modeleur, c'est fait le contraire, il rajoute. Je suis un petit peu entre les deux. Aujourd'hui, il m'arrive de creuser, de sculpter du bois, mais aussi de modeler du fil de fer, de la pâte à bois. Et en ce moment, je fais beaucoup de soudure métal. L'idée, c'est plutôt de trouver dans une pièce un peu rouillée, de trouver une forme. Et c'est cette forme qui va être le départ de ma réflexion et de la création d'un objet qui sera souvent pris dans la nature. Ce sera souvent un animal. Et j'essaierai de travailler sur la posture de cet animal pour le rendre plus crédible. Un lézard qui grimpe sur un mur, eh bien, je vais pouvoir, en trouvant une pince, en trouvant une clé, eh bien, retrouver cette forme de cet animal qui se déplace et je vais essayer de reproduire une représentation de la vie animale, mais avec du métal. Et donc, il y a une petite opposition aujourd'hui entre ce métal si froid, si dur, et la vie si fragile qu'il faut protéger. J'ai fait un tour et en fait, je trouve ça extraordinaire, le génie de la forme. Parce que c'est un artiste en fait qui arrive au travers d'une pièce en métal anodine à voir comment elle va se transformer en animal. Vous remarquez les clous qui forment les pattes du scolopendre. Écoutez, un clou, c'est un clou. Mais lui, il arrive à traduire cela en pattes, les marteaux en tête de chien, tout ça extraordinaire. L'objet que je trouve, qui me dit, tiens, ça c'est un lézard, ça c'est un escargot, ça c'est un magouilla. Et peu importe en fait le médium que je vais utiliser, si j'arrive à lui donner vie, à lui donner une petite forme, une posture, je serai très content. Exposer que des sculptures, je ne sais même pas si ça nous est arrivé dans la galerie un jour. Voilà, et là aujourd'hui, avec toutes ces sculptures, il remplit bien l'espace quand même, quoi. Et je suis très heureuse d'avoir rencontré cet artiste
Voilà, qui est... franchement, je trouve qu'il a des doigts en or. Parfait. Merci beaucoup. Mais de rien. Voilà une exposition qui aura lieu jusqu'au 9 octobre pour plonger à travers l'art du recyclage et comment c'est transformé en œuvre d'art. On fait une petite pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Sylvie Rosier et Marilène Ferdi pour leur chronique. Et nous sommes de retour ensemble pour la troisième partie du ZCL et on va recevoir Marilène Ferdi, bonjour, donc directrice opérationnelle du campus Luminance, bienvenue. Merci Iman. Et on va avoir notre nouvelle chroniqueuse qui va démarrer aujourd'hui, donc Sylvie Rosier pour sa chronique Boostez-vous. Alors, on va commencer avec Marilène et parler justement du rôle de l'audiovisuel dans la structuration de notre territoire. Donc, c'est l'actu campus du jour. On lance le générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Alors, Marilène, parle-nous justement de ce rôle spécifique que joue l'audiovisuel dans la transmission de notre patrimoine culturel en Guadeloupe. Alors, c'est pas que sur le patrimoine. Et alors, pour comprendre, on va remonter un peu dans l'histoire. Et quand on parle d'audiovisuel, il faut savoir qu'on parle aussi de cinéma. Voilà. Donc, l'audiovisuel, depuis son existence, joue un rôle très important au niveau politique et économique. Alors, politique, c'est la propagande. Alors, pour comprendre, on va revenir. Donc, l'époque de la guerre froide, on avait les deux gros blocs, vous vous souvenez, les cours d'histoire, l'URSS. On remonte loin. Les États-Unis. Alors, pourquoi il faut remonter? Et vous allez comprendre pourquoi. Où chacun avait son narratif. Ça veut dire que chacun avait son histoire. C'est emparé. Donc, c'est là où on a vu les studios d'Hollywood étaient à leur apogée, à raconter l'histoire pour donner cette image des États-Unis, de success story. Et c'est là que c'est construit. Les États-Unis ont construit grâce au cinéma. Souvenons-nous, et parallèlement à ça, y compris l'URSS, aussi a su faire cette histoire. Mais sauf que la stratégie n'est pas la même. À l'époque, l'URSS a compris aussi qu'il fallait, pour pouvoir mener cette guerre froide, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'opportunité à des personnes qui étaient proches de l'URSS, des militants, souvent des militants politiques, la possibilité de venir se former gratuitement sur le cinéma en URSS. Alors, on va prendre un exemple très précis qui est proche de nous, c'est Sarah Maldoror. Alors, Sarah Maldoror, c'est une Guadeloupéenne d'origine marie-galantaise. Alors, ce pseudo Maldoror, c'est Sarah Ducados, elle est originaire de Marie-Galante. C'est la première cinéaste, on va dire antillaise, à avoir réalisé un long-métrage à l'échelle internationale. Alors, Sarah Maldoror était une militante pour la cause contre la colonisation. Et notamment en Angola, puisque c'est son compagnon, Andrade, un célèbre poète, était un militant pour pouvoir libérer son pays de la colonisation. Et Sarah, jusque-là, faisait du théâtre, utilisait toutes sortes de supports. Et elle s'est dit, mais attention, personne ne parle quand on allume la télévision, quand on regarde les journaux écrits à l'époque, ils n'en parlaient pas. Et pourtant, c'est toute l'Afrique qui se battait pour obtenir certains leur indépendance et l'autre la décolonisation. Et elle s'est dit, d'accord, dans ces cas-là, je vais voir avec le cinéma, je vais me former au cinéma. Et elle a été se former où? En Russie. Elle est partie là-bas. Elle est partie. Elle a rencontré d'autres Guadeloupéens. Alors, dans les années 60, fin des années 50, début des années 60, elle a été se former. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la grande cinéaste. Mais pour elle, son but, c'était pas de devenir une cinéaste. Son but, c'était surtout de rendre visible, parce qu'on n'en parlait pas. Voix, en fait. Voilà. Mais au niveau économique, c'est pareil. Et au niveau économique, on va faire un autre bond. On va atterrir en 2020. 2020, crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe? Particularité, on est tous enfermés chez nous. Oui. Presque toute la planète est dans le même cas. Et qu'est-ce qu'on se dit? Plus encore, cette phrase que j'ai entendue quand j'ai commencé à travailler sur l'audiovisuel, même pas. Non, même pas. Si on ne te voit pas, c'est que tu n'existes pas. D'accord. On ne te voit pas, tu n'existes pas. C'est bien pour ça aussi que M. Zandronis
propose à autant de chroniqueuses de pouvoir se faire connaître. Parce que si on ne te voit pas, tu n'existes pas. Et lors de cette crise, c'était ça. Tout le monde avait besoin de cette visibilité pour exister. Et donc, on existait où ? Mais dans les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Dans les réseaux sociaux. Et c'est là le poids économique était important. Mais le cinéma aussi a son rôle dans l'histoire, vecteur d'outils important pour structurer un territoire. Je prends l'exemple, la Guadeloupe. Vous pensez que les Anglais connaissaient la Guadeloupe avant Meurtre au paradis ? Non, ça c'est sûr. Il faut savoir que régulièrement, nous avons une cohorte de touristes anglais qui viennent faire du tourisme cinématographique parce que c'est en train de se développer cette forme de cinéma. Et c'est la raison pour laquelle nous, forts de ce constat, on a décidé d'ouvrir les rencontres de l'audiovisuel. Je rappelle, les rencontres de l'audiovisuel, qui est un salon d'information sur les métiers de l'audiovisuel, mais vous permet de vivre de façon immersive les métiers à travers des animations, à un spectre plus large qui dépasse celui des lycéens, qui dépasse celui des étudiants, puisqu'on ouvre à des salariés, par exemple, en reconversion. Moi, je sais que j'ai déjà eu des appels d'infirmières qui veulent se reconvertir, qui sont intéressés par l'audiovisuel, mais qui explorent. Donc, si vous êtes dans cette phase d'exploration, vous n'avez pas un projet bien précis, le salon, c'est pour vous, il faut venir. Alors, donc ça s'adresse aussi... C'est l'audiovisuel, c'est vraiment un levier de développement. C'est un levier. C'est devenu le support incontournable. Si on n'a pas cette visibilité, que sur le plan économique, quel que soit ce qu'on a à dire, on utilise l'audiovisuel. Pourquoi Facebook, alors je tiens à rappeler, qui regroupe toutes les personnes à partir de 35 ans, soit 17%, ont tous quelque chose à rappeler. Je vous dis, le réseau social Facebook, c'est le réseau social où il y a le plus de personnes qui ont plus de 50 ans. Oui, c'est vrai. On est d'accord ? Plus de 50 ans. Et ils ont tous des choses à dire. C'est devenu une caisse de résonance. Alors, il y a TikTok, il y a Instagram. Et donc, on se rend compte que c'est important. Donc, c'est aussi, monsieur et madame tout le monde peut venir au salon mais pour apprendre à faire un montage avec son téléphone. Moi, j'ai appris, voilà. Pour apprendre aussi à filmer. Comment on filme ? Parce qu'on ne filme pas de la même façon en fonction du réseau social. Si on veut publier sur TikTok, on ne va pas filmer de la même façon que si on veut publier. Mais c'est aussi sa ligne éditoriale. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux raconter ? C'est tous les experts qui seront présents au salon se feront un plaisir de vous aussi donner des conseils. Donc c'est pour monsieur et madame tout le monde. Aussi monsieur et madame mais tout pour le monde. les jeunes aussi qui veulent aller vers un métier avec l'IA par exemple. Mais aussi. pas forcément, merci sur l'IA. C'est même pas forcément qu'ils veulent, mais qui n'ont pas, même si vous n'avez pas une idée précise, venez découvrir. Pensez à passer la journée. Alors, on a prévu de passer la journée avec une restauration. Alors, c'est une restauration sur le pouce, sandwich, à goulou et en sorte. Et l'après-midi, un petit sorbet au coco pour faire passer tout ça. Pensez à passer l'après-midi et explorer. On a 4 espaces de conférence avec, bien sûr, l'IA et au cœur de ces rencontres. Avec qui ? Alors, je vais donner son nom parce que tout le monde dit, mais je connais. On a un jeune Guadeloupéen, je rappelle, qui est devenu incontournable. Donc, il est franco-canadien, il est guadeloupéen, mais il a pris la nationalité canadienne. Il travaille dans la plus grande entreprise canadienne de tout ce qui est jeux vidéo, films d'animation, Unity. Si vous vous amusez à jouer avec votre portable, vous avez sûrement vu écrit quelque part dans un jeu Unity. Et ce monsieur a été contacté par qui ? Par OpenAI ChatGPT, je l'ai déjà dit, pour faire le premier film totalement réalisé avec une intelligence artificielle. C'est un short film, donc traduction, un film court. Et la particularité, devinez dans quelle langue il est, Iman. Alors, dans quelle langue, selon vous ? Je donne ma langue. Créole. Il a osé. Oui, le monsieur est très attaché à ses origines. En créole, il viendra. Alors, il est déjà venu en Guadeloupe. Les experts le connaissent parce qu'il a déjà fait une conférence TEDx et il a été contacté par la franchise Masterclass pour donner les conférences. Donc, ce n'est que lui qui vient pour parler des opportunités que peut offrir l'intelligence artificielle dans la culture, l'éducation, mais aussi le monde économique. Alors, une dernière que vous n'aviez pas, je vous la donne tout de suite. Le directeur médias et public de France Télévisions vient en personne pour participer à notre table ronde. C'est vraiment une journée qu'on ne peut pas manquer, en fait, c'est ça. Alors, ça sera en Facebook Live, mais il faut venir la vivre la journée. Donc, vous voyez, ça s'inscrit, donc c'est le vendredi 15 novembre. Les inscriptions ont déjà commencé. Oui. Alors là, par exemple, j'ai inscrit un contingent de 200 personnes.
Ce sont des élèves. Mais ça ne va pas contenir... Eh bien, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra arrêter. Donc voilà, donc dépêchez-vous. Vous nous envoyez votre nom, prénom, numéro de téléphone. L'adresse s'affiche, campusluminance@gmail.com. Et nous, on s'engage dans les 72 heures à valider votre inscription. Iman, je sais que tu me regardes. On est encore dans les 72 heures. D'accord, ok. Parce que je n'ai pas encore validé ton inscription. C'est ça, j'attendais. Oui, bien sûr. Mais je l'ai vu, on va la valider, t'inquiète pas. Bon, très bien. En tout cas, sinon, on se voit mercredi pour l'Actu Campus, c'est ça? Oui, mercredi pour l'Actu Campus. Il y aura un focus. Alors, je crois que ça sera la FEMIS. On va vous présenter la grande école du cinéma, la FEMIS. Très bien, merci en tout cas. C'est un plaisir. Alors, on va passer à notre chronique Boostez-vous. Donc, avec Sylvie Rosier, nous avons, je crois, un petit générique. Waouh, un générique tout en peps, en boost, c'est l'idée, n'est-ce pas? C'est l'idée de la chronique. Alors, de quoi on va parler dans cette chronique? Justement, j'ai voulu faire un petit jeu de mots avec le boost, parce que j'ai envie d'amener un peu d'énergie, un peu de motivation aux équipes. Et le vous, c'est vous, téléspectateurs de Canal 10, et que vous soyez entrepreneur, manager, chef d'entreprise ou même personnellement salarié, pour vous donner des petites astuces pour vous booster et pour vous motiver un peu tous les jours. Donc en fait, tu es formatrice, consultante et experte en dynamique d'équipe. On va s'attendre à quoi en fait dans cette chronique? Je vais essayer de la rendre un peu interactive quand même. Donc, je viendrai vers vous. En tout cas, je vous poserai des questions et puis on échangera au moment de la chronique. Et on va parler de choses un peu autour de la motivation, de la confiance en soi, de la cohésion d'équipe et de l'efficacité au travail aussi également. D'accord, donc c'est vraiment plus axé sur le travail d'équipe, sur comment maximiser ses compétences et travailler ensemble, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, donc alors du coup ça va être une chronique qui va être régulière tous les 15 jours. Voilà. Et donc ta première vraie chronique sera quel jour? Donc ce sera le lundi 14 octobre à 13h30 où cette fois-ci on va parler de la fixation d'objectifs. Puisqu'on n'est pas loin de la fin d'année quand même, donc on va quand même déjà commencer à parler des objectifs pour se préparer. Pour commencer, pour donner le goût aux gens. Ils seront là de toute façon. Les écouter. Mais déjà, il faut revenir à soi et se demander quelles sont la première chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais déjà quelles sont mes valeurs, où je veux aller. Qu'est-ce qui est important pour moi avant de se fixer ses objectifs? Et on va commencer par ça lundi 14. D'accord. Bon, on a hâte en tout cas de faire ce chemin avec toi et bienvenue dans l'équipe du ZCL. Merci beaucoup, Ina. On va continuer tout à l'heure, donc maintenant sur les obsèques de Lilian Dejean, donc notre prochain sujet. On se rappelle que Monsieur Dejean a été victime d'un meurtre récemment en France, à Grenoble, le 8 septembre dernier. Et donc les obsèques ont eu lieu en Guadeloupe, un agent municipal qui a été donc tué sur Grenoble. Et on voit un reportage de Charlie Dagonia pour ces obsèques qui se sont déroulées dans l'intimité familiale. Notre sympathie et notre amitié, la famille de gens qui est dans la peine. Notre présence dans cette église, c'est pour témoigner que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Lilian, comme au jour de ton baptême, aujourd'hui l'église t'accueille et que Dieu t'accueille dans sa maison. Déjà, on l'aime. Le premier mot, c'est qu'on aime la Guadeloupe. C'est la terre de notre papa, de nos aïeux. Donc, on est content que notre frère retourne auprès des siens. Lilian Dejean était un agent public, un de ces agents de première ligne, une figure aussi de la ville de Grenoble, très écouté, un encadrant, un formateur, et qui a porté secours. Il est mort en portant secours. Et donc, c'était important que
la municipalité soit là, à travers moi, à travers des agents aussi, ses collègues qui sont venus. Ils sont 4, ils sont 5 même, ici, pour l'entourer, pour entourer la famille et montrer cet attachement à un homme qui est mort en service de la République. Très très important pour moi. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Lilian, ça fait plus de 20 ans. J'ai travaillé avec lui pendant plus de 10 ans. Voilà, je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour lui, sur ces terres. Ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits pour d'ailleurs l'ensemble des agents publics. Ça a largement dépassé Grenoble. Parce que ça rappelle que les agents publics, ils sont là, sur le terrain, en première ligne, exposés parfois à des situations dramatiques. Et là, une personne totalement décérébrée qui a abattu celui qui était venu lui porter secours. Courage à tout le monde, hein, c'est très dur, même encore pour nous. Hein, on est encore un peu sous le choc. Voilà, il nous manque déjà, il va nous manquer à vie. Il ne sera jamais dans nos cœurs. Et voilà, toutes mes condoléances vont à la famille, aux amis. Et un déchirement à la fois, une fierté parce que c'était, comme je l'ai dit, son souhait de retourner auprès des siens. Un déchirement parce que c'était beaucoup trop tôt. Ça aurait dû être dans beaucoup d'années. Un souvenir avec Lilian, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je vais garder son sourire tous les jours et son gros caractère. Les recherches se poursuivent pour retrouver son meurtrier. Un mandat d'arrêt européen a été émis pour accélérer justement cette quête de justice. On va parler maintenant de René Silo, donc membre actif de la communauté antillaise en Hexagone, qui est décédé ce jeudi 26 septembre. On va voir un reportage de Maurice Cessé qui a pu l'interviewer il y a très peu de temps. On voit ce reportage ensemble. Très bien, nous sommes toujours à Stein pour cette fête de la CEFIAC, le patron des Antilles, avec beaucoup de monde ici cet après-midi. Et puis nous avons cette grande chance d'avoir René Silo qui nous a fait peur et à un moment donné, René est revenu. René, alors déjà ta santé, comment ça va? Alors ma santé en principe s'est améliorée et depuis un certain temps ça va mieux, je me sens mieux et c'est surtout aussi ça a pu tranquilliser ma famille parce que dans ces conditions on sait souvent la famille est beaucoup plus inquiète. Donc j'ai pris mes précautions, donc là ça va, je respecte les consignes des médecins. Et vraiment, je suis tout oui à ce que me disent mes professeurs. Mais comme je suis à la merci d'un moment à l'autre par rapport à mon manque de globules blancs. Et les globules blancs... Quelle est, sans indiscrétion, qu'est-ce que tu souffres de quoi précisément? Alors, je souffre d'une leucémie. Une leucémie et un cancer de la prostate. Et la leucémie, c'est un manque de globules blancs. Et les globules qui nous défendent, c'est les globules blancs. Donc, résultat, donc, je suis obligé de prendre des médicaments pour et retourner prendre du sang une fois par mois. On me donne 2 poches de sang pour pouvoir combler ce manque de globules blancs. Voilà. Et donc, par rapport à ça, j'ai pu venir ici. C'est ma première sortie, hein. Donc je puisse venir ici. Et alors là où ça a été extraordinaire, c'est l'ensemble de mes amis, l'ensemble des gens qui vraiment m'ont soutenu. C'est formidable. Pour le moral, c'est important. Ah, c'est très important. C'est très fort. Et là, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Et là, je reçois des encouragements, que ce soit de la Guadeloupe, que ce soit de la Martinique, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, des encouragements. Et c'est là que mes amis martiniquais, il faut voir. Parce que pourquoi c'est vraiment formidable. En tout cas, Dieu merci. Et puis, à qui faire en sorte quand même de résister pour rester un peu plus longtemps avec eux parce que mes compatriotes, ce sont des gens exceptionnels. Voilà, donc René Silo qui était président d'un grand club de foot en Île-de-France. Un hommage lui sera rendu, donc veillée funèbre à l'Antillaise, donc ce jeudi 3 octobre, donc en Île-de-France à Saint-Ouen. On souhaite toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, on arrive au terme de notre émission. On revient donc sur les différents invités que nous avons reçus aujourd'hui. Il était question de collège et une éducation de qualité
Garantie avec monsieur Henri Angélique, donc président de la commission enseignement, construction et œuvres scolaires, ainsi qu'avec Michael Merabli, directeur de l'éducation et du sport, et avec Stéphane Millot, donc sous-directeur réseau et moyens de communication. On a fait un petit point sur justement le département et les différentes actions qui sont mises en place pour garantir cette éducation. Ensuite, nous sommes allés au festival Monde en Vue avec Elisabeth Gustave pour ce festival qui va démarrer donc le 11 octobre du 11 au 19 avec différents temps forts, notamment des rencontres autour de la diaspora. Différents films sont proposés. Vous pouvez avoir toutes les informations sur la programmation sur le site mondeenvue.com. Avec Stella Montou, on a parlé de l'association Cimez Étoiles. Donc, elle est la directrice artistique et passeuse de danse. Donc, différents cours sont proposés pour enfants et adultes. Donc, c'est sur le Rézé. On vient de terminer donc avec Marilène Ferdi pour sa chronique JCL. Donc, il était question du RAC, donc salon immersif des métiers de l'audiovisuel, donc qui aura lieu le 15 novembre dans les jardins de Guadeloupe la Première. Il est encore temps de s'inscrire. On vient de finir avec Sylvie Rosier, chroniqueuse nouvelle, donc Boost et vous. On va démarrer avec elle le 14 octobre. Il sera question de motivation, notamment au sein des équipes. Au niveau de l'actualité du jour, on a vu Seniors en mouvement, donc deuxième édition qui a eu lieu sur la commune du Gosier. Donc pour les seniors, avoir des activités qui stimulent le corps et aussi l'esprit. Il était question des associations aussi sur Petit Canal avec le village qui a été organisé donc pour permettre au Nord Grande Terre d'avoir toutes les activités nécessaires pour se divertir. Voilà. Il était aussi question du vernissage donc qui s'est déroulé ce vendredi, donc l'Art s'en mêle quand la ferraille reprend vie. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir recycler ces objets de façon artistique. Et on vient de terminer donc avec les obsèques de Lilian de Jean, donc sur la commune de Pointe-Noire. Un dernier adieu a été fait ce week-end. Et on a aussi parlé de monsieur René Silo, militant, qui est décédé donc le 26 septembre et avec une célébration qui aura lieu donc le 3 cette semaine, donc jeudi 3 octobre sur l'île de France. Donc voilà pour aujourd'hui. À la réalisation, c'était Jordan et on se retrouve demain avec une thématique qui sera intéressante sur le retour au pays et plein d'autres invités pour vous divertir. On vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et on se voit demain.